la manière dont on va convaincre la sécurité d'acteurs de la commune. Donc il faut également demander que je suis organisé, si vous que je gère complètement, que je brise. Voilà, c'est des camps que je pose des éléments collectifs, on essaie de répondre hors de webinaire à les personnes autour de table. Merci. Et en plus, un peu de petit va nous dire Alexandre Magloire. J'ai envie de rater une chose, je l'avais un peu entendu tout à l'heure, c'est effectivement ce seuil de troulement en deux, mais si on vraiment là-dessus, c'est-à-dire que l'activité de multiplication, les Français, des françaises, je parle en nombre, ça ne veut pas dire autant que voilà, il n'y a rien à faire et pas catchy. Ça, Pérez le dira mieux que moi. Mais c'est vrai que ce seuil ne soit pas perçu comme de se dire il y a des gens concernés et d'autres qui ne sont pas concernés. Donc attention à ce piège. Alexandre Magloire, je vous donne tout de suite la parole, peut-être pour nous resituer Nice 2 et de voir l'intérêt de ce texte pour les collectivités. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Effectivement, Alexandre Magloire, Annecy, je travaille directement sur la transposition de la directive Nice 2. Alors, avant de parler de Nice 2, peut-être, vu qu'on parle de Nice 2, c'est qu'il y a eu effectivement un Nice 1. Cette directive Nice 1 avait été adoptée en 2016 et transposée en droit national en 2018 et avait déjà pour objectif d'élever le niveau de cybersécurité au sein de l'Union européenne, qui a été du coup renforcée à travers la directive Nice 2 au regard de l'actualité et de l'explosion, on va dire, de la menace et le fait qu'elle touche assez vastement tous les pans de la société. Pour votre information, l'ANSSI a publié via le centre de réponse aux incidents un état de la menace en début d'année spécifique sur les collectivités territoriales, où en 2024, l'ANSSI a traité plus de 218 incidents de cybersécurité affectant les collectivités territoriales, donc ce qui est quand même relativement énorme. Donc, ce qui fait que dans le cadre de la directive Nice 2, qui a été négocié et discuté au niveau européen en 2022, a fait en sorte que justement cette cybersécurité et cette élévation du niveau de cybersécurité puisse adresser tous les pans de la société d'un point de vue économique notamment, pour pouvoir justement garantir la résilience des activités des entités. Alors, justement, le comparatif que l'on peut faire entre Nice 1 et Nice 2, en fait, est un changement total de paradigme, notamment dans l'assujettissement des entités. Là où, dans le cadre de Nice 1, on avait effectivement une autorité administrative, en particulier l'ANSSI, qui désigner explicitement les fameux opérateurs de services essentiels et qui, de fait, les rendaient assujettis du coup à Nice 1, pardon. Nice 2 change totalement de paradigme, c'est-à-dire que l'on ne va plus être sur une désignation par une autorité administrative, mais au contraire, la transposition qui est en cours, et je reviendrai là-dessus, prévoit des critères qui permettent à chaque entité de s'identifier ou non en tant qu'entité importante ou essentielle, qui sont les deux catégories d'entités qui sont concernées par Nice 2. L'autre modification majeure entre Nice 1 et Nice 2, et ça rejoint un petit peu la distinction que j'ai opérée entre entités importantes ou essentielles, c'est un principe de proportionnalité. C'est-à-dire que dans les discussions qui ont eu lieu au niveau européen, il y a eu clairement une prise de conscience sur le fait que toutes les entités n'avaient pas forcément le même niveau de maturité en matière de cybersécurité. Et du coup, la directive Nice 2 prévoit effectivement ces deux types de catégories que sont les catégories des entités importantes ou essentielles.
Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, pour ce qui concerne directement notre auditoire ici, c'est la considération des collectivités territoriales. Dans le cadre de la directive Nice 1, pour le coup, les collectivités territoriales étaient majoritairement exclues du dispositif, à quelques exceptions près, et notamment pour des communes, en tout cas des collectivités territoriales qui étaient amenées à traiter en tout cas des services relativement sensibles. Donc là, on va se rapprocher des prérogatives de défense et de sécurité nationale, comme sur la gestion de l'eau ou ce genre de service-là. Là, la directive Nice 2 laisse la liberté totale aux États membres de déterminer l'assujettissement des collectivités territoriales. Et le choix qui a été fait, et je reprends les propos qui ont été tenus par Philippe, c'est effectivement au niveau régional et départemental de prendre l'ensemble des collectivités territoriales. En revanche, au niveau local, on a effectivement des seuils qui sont actuellement prévus dans le projet de loi. Maintenant, je tiens en tout cas à attirer votre attention sur le fait que la transposition est en cours. Peut-être que si vous suivez un petit peu l'actualité, la transposition est au niveau de l'Assemblée nationale. On est passé en commission spéciale il y a de ça 3 semaines maintenant, et nous attendons de pouvoir passer en séance publique. Maintenant, je pense que l'actualité politique ne vous ayant pas échappé, on est en attente effectivement d'un gouvernement pour pouvoir justement passer cette dernière étape qui fera qu'on pourra promulguer la loi de transposition de la directive. Et ensuite, derrière, il y aura les travaux réglementaires associés à ce projet de loi qui sera à mener. Donc, en termes de mise en œuvre, il y a déjà eu un certain nombre de communications qui ont été faites par l'ANSSI sur justement les exigences de cybersécurité qui s'appliqueront, etc. Donc, ce qui permet déjà aux entités de se préparer effectivement à l'entrée en vigueur. Maintenant, sachez que, en tout cas, l'entrée en vigueur de la directive Nice 2 ne pourra se faire qu'une fois que la transposition complète aura été réalisée, c'est-à-dire la loi dans un premier temps et les textes d'application réglementaires dans un second temps. Donc là-dessus, on est sur une échéance relativement en tout cas pour 2026, très certainement. Oui, plutôt fin 2026, parce que c'est quoi, vous me disiez 9-10 mois pour les décrets d'application, et on a envie d'être optimiste, de penser que le texte pourrait être adopté définitivement au Parlement fin d'année. Alors, il peut se passer plein de choses avec toutes les inconnues actuelles, donc bien sûr, je ne m'apesantirai pas, mais soyons optimistes pour une fin d'année, disons. Et, oui, c'est ça. alors, j'ai déjà une question sur ce fameux seuil de 30 000 habitants. Et c'est vrai que c'est un cas intéressant parce que 30 000, c'est simple. Mais là, j'ai une question d'une communauté de communes et qui me dit, donc avec pas mal de petites communes, qui dit, est-ce que c'est chaque commune qui est prise en compte, donc pas concernée, ou la Comcom, la communauté de communes, pardon, qui est au-dessus de 30 000, qui est concernée? Alors là, pour le coup, sur les communautés de communes, j'essaye de reprendre le texte en parallèle. Pour le coup, ce sujet-là, en plus, est également en cours de discussion, comme je le disais, au niveau du Parlement. Donc, ça va être assez compliqué, en tout cas, de donner une réponse définitive sur le sujet. Ça sera ajusté durant la discussion parlementaire, ça, ouais. Exactement, exactement. OK. Mais à ce stade, en tout cas, il y a effectivement une considération pour distinguer les communautés de communes, c'est-à-dire qu'on va avoir certaines communautés de communes qui vont être entités essentielles, notamment pour les plus importantes, et certaines communautés de communes qui seront entités importantes, notamment au regard de ce seuil de 30 000 habitants qui sera appliqué notamment aux communes qui font partie de cette communauté de communes. D'accord. Merci. Fabien Giraud, effectivement, nous dire peut-être en quelques mots en quoi consiste ce laboratoire d'innovation, comme je disais, de l'ANSSI, mon service personnalisé, notamment, d'autres services aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, et surtout le service que ça apporte à tous les types de structures, mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant pour peut-être les plus petites, alors PME, TPE, mais également petites collectivités ou plus petites collectivités. Oui, tout à fait. Pardon, merci de me donner la parole. Et pour être dans la continuité de ce que disait Alexandre, nous, l'idée au laboratoire d'innovation de l'ANSSI, c'est
d'essayer de proposer donc, aux organisations publiques et privées, mais donc les collectivités en premier lieu, des outils pour vous accompagner justement dans la montée en maturité cyber. Et moi, aujourd'hui, je suis venu notamment vous parler d'une plateforme qu'on a lancée donc, à l'occasion du FIC cette année, en avril 2025, qui Le s'appelle FIC, Mes Services. le Mes FIC, Services. je ne sais pas si tout le monde. Je- Effectivement. Alors, le FIC, c'est le Forum international de la cybersécurité. Je crois que c'est Ouais, InCyber Forum maintenant. C'est d'accord. un peu la grand-messe de la cyber en France, qui a lieu tous les ans. Et donc, on a pu dévoiler cette plateforme qui s'appelle Mes Services Cyber. Excusez-moi. L'idée, donc, pour toutes les entités, qu'elles soient publiques ou privées, c'est d'essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce que propose l'ANSSI et ses partenaires en termes de services, en termes de ressources. Donc, au sein de cette plateforme, vous allez pouvoir notamment retrouver un catalogue de services et de ressources cyber selon des thématiques qui vous intéressent. Donc, par exemple, si vous souhaitez être sensibilisé, vous allez pouvoir voir, par exemple, le panorama de la menace. Si vous souhaitez vous former, on a, par exemple, des MOOC, on a Cyber Enjeu hein, qui forme notamment les scolaires et les pros à la cybersécurité. On a également une partie sécurisée, dont je vais revenir après, mais qui propose des outils qui sont particulièrement intéressants, justement pour réduire les risques, notamment Mon Service Sécurisé, hein, qui est un outil que vous connaissez peut-être, mais qui est destiné à l'ensemble des entités publiques et qui permet de sécuriser en équipe et de répondre à l'obligation d'homologation des systèmes d'information. Vous avez également un onglet sur la partie réagir. En cas de cyberattaque, vous allez retrouver tous les services et ressources qui peuvent vous intéresser. Et donc, cette plateforme-là, ça va s'adresser également aux entités importantes et essentielles qui vont être impactées par la directive NIS 2. Vous allez notamment pouvoir avoir accès à une plateforme qui s'appelle Mon Espace NIS 2, que vous connaissez peut-être, que je vous partage tout de suite. Mais l'idée de cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir avoir un test qui vous montre si oui ou non, justement, vous êtes impacté par la directive NIS 2. C'est aussi sur cette plateforme qu'on va vous mettre à jour de toutes les dernières informations sur la transposition de la directive. Et je vous invite, hein, il y a une newsletter sur laquelle vous pouvez vous abonner qui vous tient régulièrement à jour de cette directive-là. Et même si je sais que le texte n'est pas encore définitivement adopté, Oui. mais on sait quand même les grandes lignes, plus que les grandes lignes, le détail quand même du texte. Parce que vous voyez, on a une question de dire où peut-on trouver la liste des exigences qu'il faudra appliquer suite à l'adoption de NIS 2. Est-ce que justement, dans ce que vous proposez, il y a un peu une synthèse un peu de ces nouvelles exigences, obligations? Alors, tant qu'on n'a pas la transposition, on n'a pas la liste complète des exigences, on Ce que commence je à peux la connaître comprendre, un ouais. petit peu. On commence à la connaître un petit peu, hein, évidemment. Ce qu'on va essayer de faire, hein, évidemment, c'est, mais tant qu'elle n'est pas sortie, on ne peut pas, mais Ouais. c'est sur chaque produit qu'on propose, essayer de mettre un maximum des des exigences NIS 2 pour que les entités puissent se mettre en conformité. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, évidemment. Je vous parle rapidement Oui, sur très la rapidement, plateforme. si vous voulez. Hein. Ouais, je me dépêche. On a du coup un test de maturité cyber aussi qui peut être intéressant pour les collectivités, qui est fait en 5 minutes, qui vous donne une évaluation indicative de votre niveau de maturité selon 5 niveaux. Et on se rend compte, hein, en tout cas, au niveau des statistiques d'utilisation, qu'on a 80%, si on regarde ici hein, les statistiques, 80% des entités qui sont sur les 3 premiers niveaux de maturité. Et on se dit en fait que sur ces 3 premiers niveaux de maturité, ces entités-là sont éligibles à un diagnostic cyber gratuit. Et je terminerai là-dessus. Un diagnostic cyber qui est proposé donc par l'ANSSI et qui permet de mettre en relation les collectivités avec un aidant cyber. Un aidant cyber, c'est un bénévole qui va venir soit en visio, soit en présentiel, poser une quarantaine de questions pour justement derrière obtenir 6 premières recommandations
de sécurité à mettre en œuvre et réduire les risques. Et ça, vraiment, il n'y a aucune démarche commerciale, évidemment, étant proposée par l'État. Donc, je vous invite vraiment à faire une demande de diagnostic cyber et je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat. Et ça, nous, on vous l'enverra aussi avec le lien Ouais. du replay. Juste pour revenir sur les chiffres que vous donniez il y a quelques secondes, est-ce que ça veut dire quand même que globalement, quand même, vous ressentez un niveau de protection mauvais ou largement insuffisant? On constate qu'il y a énormément d'entités qui pourraient avoir un niveau de maturité un peu plus élevé et qu'il y a alors, on sait bien que c'est un sujet qui peut faire peur, qui est assez technique et là, on propose des outils qui sont gratuits et qui permettent de se lancer et de monter rapidement d'un niveau. Donc, c'est pour ça qu'on conseille ça. Donc, le niveau global s'améliore, mais il y a encore des efforts à faire, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. De toute façon, on voit qu'il y a pas mal de questions, hein, donc je reviendrai vers vous. Je passe tout de suite la parole à Lionel Pérez. Et déjà, peut-être en lui donnant le chiffre de notre petit sondage, d'autant plus que c'est lui qui m'avait suggéré la question. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Sur la question, effectivement, du gestionnaire de mot de passe, oui, 70%, non, 30%. Donc, Lionel, vous attendiez un plus mauvais résultat ou pas? Bonjour à tous, merci Philippe. Oui, je m'attendais à un plus mauvais résultat et en même temps, plus le nombre de personnes qui n'utilisent pas de gestionnaire de mot de passe est important et présent à la visio. Et je l'espère, plus de personnes basculeront sur des outils de protection aussi simples que le gestionnaire de mot de passe, qui est quand même l'effet révélateur. Si vous n'utilisez pas de gestionnaire de mot de passe, c'est que globalement, vous utilisez le même mot de passe pour la plupart des sites que vous utilisez, ce qui veut dire que si un des sites sur lequel vous allez se fait pirater ces données, eh ben, un pirate aura accès à l'ensemble des sites pour lesquels vous utilisez le même mot de passe. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de seuil, donc Lionel, peut-être plus sur le registre des plus petites collectivités et de voir qu'est-ce qu'elles… déjà, il faut qu'elles se saisissent à pleine main du sujet et comment elles peuvent faire. Alors, on pense évidemment tout de suite à l'intercommunalité. On voit effectivement le mouvement monte de se saisir de ces questions-là. Mais après, il y a d'autres mutualisations possibles. Effectivement, il y a des cas, des fois, de syndicats mixtes assez actifs. Vous avez quelques exemples. Et voilà, il y a d'autres formes. C'est vrai que quand on avait échangé ensemble, on avait parlé de certains centres de gestion, mais je mets un point d'interrogation qui, des fois, interviennent sur ces sujets-là. On sait qu'en matière globalement informatique, depuis quelques années, elles interviennent plus auprès surtout des petites collectivités. Donc, au-delà du modèle de mutualisation, cette mutualisation est super importante pour les plus petites communes. Oui, en fait, le propos que je voulais porter aujourd'hui concernait effectivement toutes les collectivités, particulièrement les plus petites, parce que depuis que le travail parlementaire a démarré sur la transposition NIS 2, tout autour de moi, j'ai souvent la question de est-ce qu'on va être concerné, pas concerné, etc. Bah, globalement, la question ne se pose pas. Nous sommes tous concernés par la cybersécurité. Ensuite, les textes, les transpositions européennes viendront fixer des seuils parce qu'il faut bien des seuils avec une réglementation et des responsabilités. Mais nous sommes tous concernés. C'est comme si on pouvait se dire que dans un lotissement, il y avait des petites maisons et des grandes maisons et que les petites maisons, comme elles ne sont pas concernées par la loi qui dit qu'il faut fermer le portail, elles peuvent laisser ouvert le portail, voire le garage, et elles craindront rien, quoi. Voilà. Enfin, c'est aussi ridicule que ça. Tout le monde est concerné par la cybersécurité. Alors, la différence entre les collectivités qui ont été citées par Alexandre tout à l'heure, les communes de plus de 30 000 habitants, les intercommunalités les plus grosses, ce sont leurs moyens internes. Dans une commune de plus de 30 000 habitants,
il y a régulièrement un directeur des systèmes d'information, en tout cas un spécialiste de la cybersécurité, qui va prendre en main le dispositif. Dans les structures qui sont plus petites, les équipes ne sont pas formées à la cybersécurité, à la sécurisation de leur système d'information. Elles ont parfois un infogérant qui vient les dépanner avec une organisation souvent à dimension humaine. Et c'est là qu'on se retrouve seul. Et tout à l'heure, Philippe, vous disiez il faut effectivement se retourner vers toutes les structures de mutualisation. Oui, il y en a un tas de sortes. L'intercommunalité, elle sera assujettie à NIS 2 de toute manière. Et donc, du coup, elle va s'équiper. Ça prendra du temps, mais elle va se structurer, elle va s'équiper, elle va monter en compétences. Et ça sera la première porte de proximité. Ce n'est pas la seule, oui, il y a des centres de gestion, il y a ce qu'on appelle les OPSN, c'est-à-dire les opérateurs publics de services numériques qui sont présents sur les territoires et qui peuvent venir apporter un appui aux collectivités. Et puis après, il faut aussi changer de registre. Se mettre en sécurité, ça ne demande pas de technicité particulière. Vous n'avez pas besoin de commander un audit à un cabinet spécialisé. C'est vraiment la sécurisation de la collectivité, la direction générale, un directeur général d'une petite structure peut le porter. C'est-à-dire que la question n'est pas de se poser quel va être l'outil technique qui doit être mis en place, parce que ça ne sera pas de sa compétence. Par contre, il peut se dire qu'est-ce qu'il faut que je protège chez moi. La personne la mieux qualifiée pour savoir où sont les joyaux de la couronne de la structure, ce sont les directeurs généraux et les directrices générales. Donc, un groupe de travail au niveau de la direction générale permet d'identifier les points de vulnérabilité et ensuite d'organiser la continuité de ces services. Je vais vous donner un exemple. Je discutais récemment avec mon responsable des services état civil qui gère le funéraire et je lui pose la question aussi simple que ça. Je lui dis, demain, tu n'as plus d'informatique. Comment tu sais quels sont les caveaux disponibles dans le cimetière et où est-ce qu'on va pouvoir enterrer les gens? Et il me dit, je ne sais pas, je ne suis pas capable de répondre. Et donc, je lui ai dit, mais c'est le témoignage que j'ai eu des équipes de la ville de Marseille lorsqu'ils ont été piratés en mars 2020, le moment du confinement. La première difficulté qu'ils ont rencontrée, c'était de savoir où est-ce qu'ils allaient pouvoir enterrer leurs morts. Ce n'est pas un problème technique, ce que je viens de citer, ce n'est pas un problème d'informaticien, c'est bien un problème de gouvernance et un problème du coup qui a des répercussions sur le fonctionnement de la collectivité, des répercussions sur les élus, sur la confiance des administrés envers leur collectivité. Et puis, c'est une problématique émotionnelle. Quand on répond à quelqu'un, écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à la question que vous venez de me poser. Voilà. Donc, du coup, derrière, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un plan de continuité d'activité. On l'a fait pour le confinement, on l'a fait pour les restrictions électriques, on va le faire aujourd'hui pour la cybersécurité. Et il me dit, en fait, c'est simple, il suffit que tous les 6 mois, j'imprime la liste de la disponibilité des caveaux disponibles dans mon cimetière. Et je dis, voilà, tu as créé le plan de continuité d'activité de ton service, tu as généré un mode dégradé. Le mode dégradé, c'est une impression de tous les 6 mois, on met cela dans un classeur, et le jour où on a besoin, on sort le mode dégradé et on peut continuer à travailler. Je n'ai pas parlé de technique, j'ai juste parlé d'organisation de la collectivité et d'assurer la continuité. Alors derrière, la force de NIS 2, c'est que derrière, les spécialistes viennent modeler ce que j'explique par des techniques, par des process, etc. Mais si vous commencez à parler de vulnérabilité, de cartographie à des DGS, ils vont vous dire, hop, allez voir mon DSI. Alors que ce n'est pas le réflexe. Le réflexe, c'est oui, je m'empare du sujet, je porte la démarche, je m'entoure du DSI, je m'entoure de tous les spécialistes du domaine et je porte une démarche de continuité d'activité. Et par rapport justement à vos collègues, est-ce que le message passe ou quand même ce réflexe reste très très fort de se dire c'est un sujet, c'est pas pour moi, c'est un sujet technique. Donc voilà ce fameux fonctionnement en silo et de ne pas avoir cette perception transversale. Est-ce que ça reste fort? Aujourd'hui, je vais être direct, c'est un échec. Les directions générales ne s'emparent pas de la problématique cybersécurité. Pour eux, c'est réflexe DSI. Ou RSSI, c'est encore mieux s'ils ont un RSSI. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que le directeur général
définisse quels sont ses besoins de sécurisation. Si vous demandez à un DSI de sécuriser une collectivité, il va tout vous sécuriser et on ne peut pas le lui reprocher, c'est son métier. Et il va proposer un budget qui va être le budget que le DGS va lui couper en 2 ou 3. Enfin, il va avoir un budget monstrueux parce qu'il va vouloir tout protéger. Nous sommes dans une période où financièrement, on sait que c'est compliqué pour tout le monde. Et donc, un DSI qui propose une sécurisation à 200 000 euros, le DGS va lui dire tu as 50 000 et tu essaies de faire avec ça. Sauf que si c'est un débat budgétaire, au final, le DSI part avec ses 50 000 euros et il va faire du mieux qu'il peut, mais peut-être qu'il ne répondra pas aux besoins de la direction générale. Alors que si on inverse la tendance et que la direction générale dit bon, on ne peut pas tout sécuriser, on n'a pas les moyens, mais par contre, tu vas me sécuriser ce volet-là de la collectivité, ce volet-là, ce volet-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des données des administrés, parce qu'il y a des publics fragiles, les données du CCAS, il faut que ce soit sécurisé, les données de la cantine, parce que les parents nous donnent leur feuille d'impôt, il faut que ce soit sécurisé. Voilà. Et donc, il faut que la commande parte finalement de la gouvernance de la structure. Alors, je dis le DGS, mais ça peut être le comité de direction ou une commission avec les élus. Mais il faut qu'il y ait une définition du besoin. Et ensuite, derrière, c'est là que la machine se met en œuvre et on sécurise. Et c'est là que les techniciens, parce que c'est leur métier, vont venir trouver les solutions de sécurisation. Merci Lionel. C'est vrai qu'il va y avoir du boulot avec cette nouvelle fonction de conseiller national, je pense. Et vous êtes habitué à prêcher la bonne parole. Éric Cissé, alors je vous donne à présent la parole. Peut-être une réaction à tout ce que vous avez entendu, effectivement, déjà de revenir sur Nice 2, disons, le cas de Nice 2 et de son apport, même si elle n'est pas encore totalement transposée en France. Merci Philippe. J'irai dans le même sens que Lionel et aussi d'Alexandre. Nice 2, ce n'est pas un problème technique. D'abord, c'est un problème de gouvernance. L'idéal, c'est d'identifier, comme le disait Lionel, les joyaux de la couronne. Quels sont les points, les services que je rends à mes administrés qui sont sensibles et que je dois protéger. Une fois qu'on a identifié ces joyaux de la couronne, voir, comme le disait Lionel tout à l'heure avec un exemple très pertinent, comment je peux mettre en place un mode dégradé pour pouvoir continuer à proposer au moins un service minimum à mes administrés. L'idée aussi, comme le disait Alexandre, c'est que l'ANSSI met à disposition pas mal d'outils. On a parlé mes services cyber, il y a aussi de la documentation. Ça vous permet d'anticiper, de ne pas attendre la fin de la transposition pour pouvoir prendre les premières mesures. Et je vous ai partagé les slides, la diapositive que vous voyez là devant vous. C'est l'état de la transposition dans les pays européens. J'ai la chance de faire partie de l'European Cyber Security Organization. Ça nous permet de traquer, de suivre l'évolution de la transposition. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en rouge, c'est des pays où c'est en mode draft, en mode brouillon. Et en bleu, vous avez quelques pays qui ont fait la transposition. Je pense à l'Italie, je pense à la Finlande, vous avez aussi la Belgique. Ce que je voulais aussi ajouter pour cette partie transposition, c'est que vous avez également des amendements qui sont passés. Alexandre le disait, l'adoption du texte est effectuée le 10 septembre 2025 par la commission spéciale. Il y a eu 245 amendements. J'ai juste extrait 2 amendements, l'amendement 150, sur les communautés d'agglomération qui sont intégrées dans la catégorie des entités essentielles, et aussi les établissements de santé et les établissements médico-sociaux qui sont considérés comme critiques. L'Europe également met un peu de pression, si je puis dire. Le 7 mai, la Commission européenne a décidé d'adresser un avis motivé à 19 États membres, dont la France, pour qu'ils puissent accélérer la transposition. Je vous rappelle que ça aurait dû être fait en octobre 2024. Donc, nous sommes en retard en France, mais nous ne sommes pas les seuls. Éric, alors je suis désolé de revenir sur le comité d'agglo, donc toutes concernées. Alors je sais, comme disait tout à l'heure Alexandre, que le texte n'est pas encore définitivement adopté, mais il y avait eu cette question tout à l'heure sur les comités de communes, si elles étaient concernées ou pas. À l'heure d'aujourd'hui, les comités de communes ne sont donc pas encore intégrés. Il faut attendre la fin de l'adoption du texte. C'est bien ça, Lionel, aussi je vous pose la question à tous les deux. Les communautés de communes sont toutes concernées. Même les toutes concernées? Toutes, même celles qui sont à 10 ou 12 000 habitants sont concernées par la directive Nice 2. Oui, oui. OK.
Éric, je confirme ce point-là, effectivement. Pour expliquer la logique des parlementaires, parce que du coup, c'est un vrai sujet. J'avais écrit une tribune, justement, sur la page VK, sur la non prise en compte des collectivités, enfin des communautés de communes rurales, avec pour moi le danger que pouvait provoquer de la surréglementation sur des structures qui n'avaient pas les moyens de se sécuriser. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet-là et j'ai eu contact justement avec l'équipe territoriale de l'ANSSI sur cette question. La logique du parlementaire, c'est de dire, donnons-nous du temps, mais il faut que sur chaque territoire, il y ait une entité qui soit en capacité de pouvoir finalement porter la bonne parole au niveau local. Et finalement, quoi de mieux que les communautés de communes, même si elles sont petites. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment restés sur ce point-là. Donc les communautés de communes, même les plus petites, pour l'instant dans le texte, alors il reste encore une séance publique à l'Assemblée, mais pour l'instant dans le texte, sont concernées dans l'objectif d'être le porte-parole de la bonne parole cyber localement. Ce qui veut dire que chaque communauté de communes devra monter en compétence et chaque commune pourra se retourner vers sa communauté de communes, ou alors s'il est en communauté d'agro, en communauté urbaine, c'est encore mieux, de son territoire pour se faire aider, pour elle-même monter en compétence. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple du lotissement avec les grandes maisons, les petites maisons. Il faut que tout le monde ait le même niveau, et donc on ne peut pas laisser sur la touche les petites collectivités, les plus grosses, et donc il faut bien qu'à un moment ce relais se mette en place. Merci Lionel, c'est vrai que je m'étais permis de poser la question parce que ça revient, au-delà de la première question, c'est revenu plusieurs fois dans les questions posées. Éric, je vous redonne, et désolé de vous avoir interrompu. Je vous redonne la parole. D'avoir un échange interactif pour pouvoir apporter des réponses aux questions que posent les personnes connectées. Peut-être que sur la slide suivante, si vous voulez bien, je voulais revenir sur les éléments qu'il faut partager en cas d'incident. L'idée, c'est de mettre en place au niveau européen, ce qu'a voulu le législateur, c'est d'augmenter la coopération. L'idée est que s'il y a un incident en Italie, que ça puisse remonter au plus haut niveau des instances européennes et que ça ruisselle pour que d'autres pays puissent se poser les bonnes questions et se dire est-ce que j'aurais été perméable à cette attaque, oui ou non. L'idée, c'est d'augmenter la communication et aussi, comme vous le savez sans doute, lorsqu'il y a eu le changement d'administration aux États-Unis, l'Europe n'avait plus accès à la base des vulnérabilités. L'Union européenne a pris le pas d'aller vers un peu plus d'autonomie, de souveraineté, pour créer une base européenne de vulnérabilité. Donc, comme le disait Lionel, le premier point, c'est que NIS 2, ce n'est pas un problème technique. Il faut d'abord qu'au sommet de la communauté de communes, d'agglomération, que les dirigeants se rendent compte que leur responsabilité est engagée. Ils doivent être formés à NIS 2 et ils doivent mettre autour d'eux une force de frappe avec des contributeurs qui vont pouvoir leur apporter des éléments essentiels sur la partie métier. Comme le disait Lionel, l'idée, c'est de savoir quels sont les assets que je dois protéger, quelles sont les applications, les services que ma mairie, que mon agglomération propose à mes administrés pour que je puisse identifier ceux qui sont les plus critiques. Ensuite, je vais pouvoir identifier avec mon équipe technique les serveurs, les applications qui sont les plus critiques, identifier dans quelle mesure j'ai besoin, en cas d'attaque, de les remonter en 2 heures, en 4 heures, en 6 heures, mettre un plan de continuité d'activité, s'assurer, et j'ai bien aimé la remarque de Lionel, l'imprimer, parce que si vous avez un plan de continuité d'activité qui est en format numérique et qu'il est chiffré par des attaquants, vous ne pourrez pas y avoir accès. Donc, l'idée, comme souvent, c'est d'avoir 3 copies, 2 supports différents, dont un sur un site externe. Ça vous permettra d'être beaucoup plus autonome, de réduire l'impact et de pouvoir revenir à la normale dans un temps plus court et pouvoir continuer à servir vos administrés avec les services que vous mettez à leur disposition. Sur la slide suivante, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est comment définit-on un incident. Vous avez tout ce qui est compromission sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité ou la traçabilité de vos données. Ensuite, sur les 3 états de la donnée, les données sont soit stockées sur un serveur, un poste de travail, soit en transit entre un point A et un point B, soit en usage. L'idée, c'est de pouvoir sécuriser les 3 états de la donnée. Vous avez également des éléments qui sont liés
au délai de réponse et de partage de l'information. Un rapport initial est attendu en 24 heures, un rapport intermédiaire en 72 heures, un rapport final en 1 mois. Vous avez également l'ANSSI et les réseaux d'incidents-réponse qui peuvent prendre le relais ensuite, concaténer l'ensemble, partager ces informations de manière anonymisée tous les 3 mois. Ça remonte au niveau de l'ENISA, qui est l'Agence européenne de cybersécurité, et tous les mois, ces informations sont partagées dans le réseau CSIRT et le groupe de coopération. L'idée, encore une fois, comme le disait Alexandre, augmenter le niveau de sécurité de tous, harmoniser les pratiques et augmenter la communication entre les différentes entités qui sont soumises à NIS2, avec bien sûr les principes de proportionnalité, parce que toutes les communes, les Comcom, comme vous disiez tout à l'heure, n'ont pas les mêmes moyens à mettre en œuvre dans la mise en œuvre de leur sécurité des systèmes d'information. Enfin, ce qu'on voit, nous, lorsqu'on a… Rapidement, hein, si c'est possible, Eric, parce que là, le temps passe, il faut qu'on prenne des questions. Ma dernière diapositive, l'implémentation de la directive, ce qu'on voit, nous, lorsqu'on accompagne les collectivités, c'est qu'il y a des éléments techniques, il y a souvent des systèmes d'information qui sont hétérogènes, un manque d'harmonisation, des obstacles humains, des compétences, le manque de sensibilisation dont parlait Lionel. Vous avez des coûts qui sont non négligeables, donc il faut avoir une idée de l'impact que ça peut avoir. Et peut-être, on attend tous avec impatience la transposition pour pouvoir anticiper des initiatives, avoir une approche différenciée selon le degré de sensibilité, la taille de la communauté, et démarrer par les éléments qui sont mis à disposition par l'ANSSI sur la cartographie, par exemple. Donc, un conseil, n'attendez pas la fin de la transposition pour lancer des initiatives. Appuyez-vous sur l'ANSSI, appuyez-vous sur l'UGAP. Merci beaucoup, Lionel. Merci, Eric. Et de toute façon, dans le dossier documentaire, il y aura l'intégralité de votre présentation, effectivement, qui est intéressante. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, comme je vous disais, beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que d'avoir insisté sur l'échelle intercommunale, ça suscite beaucoup de questions. Donc, communauté de communes ou pas, bon, on a répondu. Mais là, on a une question assez précise et que je trouve intéressante parce que potentiellement, ça peut concerner quand même pas mal de monde. Quid des DSP pour des délégations de services publics pour des compétences déléguées comme par exemple la distribution de l'eau potable? L'AGLO qui a délégué cette compétence vis-à-vis de NIS2 ou sera-t-elle responsable vis-à-vis de NIS2? Il doit donc auditer son délégataire. Point d'interrogation. En fait, peut-être un élément de réponse. Il faut savoir que les hackers sont très intelligents. Souvent, ils vont passer par des fournisseurs, des prestataires qui sont souvent moins armés, moins matures en termes de cybersécurité pour pouvoir s'infiltrer dans le système d'information. On l'a vu récemment au niveau européen avec une attaque sur Collins Technics qui a pris à défaut le fournisseur qui permettait de faire l'enregistrement automatique dans les aéroports. L'impact a été phénoménal sur plusieurs pays. Donc, ne vous contentez pas d'avoir une liste de vos fournisseurs, c'est un premier pas. Le deuxième pas est de savoir quel est l'impact de ce fournisseur. Est-ce que le fournisseur Lionel, s'il tombe, est-ce que je perds la moitié de mes services essentiels, mes services importants? Si Guilhem tombe, est-ce que je perds un quart des services que je propose à mes administrés? Lorsque vous aurez identifié tous vos fournisseurs, vos prestataires, avec une analyse d'impact pour avoir une idée de la criticité, de la priorisation des éléments que vous devez mettre en œuvre, ça vous permettra de vous mettre dans une démarche pour pouvoir minimiser l'impact si jamais Lionel était attaqué ou Guilhem était attaqué. Là-dessus, je ne sais pas si vous voulez, Lionel. Une petite précision, les éditeurs de logiciels qui n'étaient jusqu'à présent pas concernés par ce lien NIS2 viennent de rentrer par les dernières dispositions de l'Assemblée nationale dans la liste des structures assujetties à NIS2, ce qui est une excellente idée parce qu'on ne pouvait pas imaginer pourquoi les fournisseurs les pirates pouvaient passer par les fournisseurs de logiciels pour rentrer dans les collectivités et ils n'étaient pas assujettis. Donc là, finalement, l'Assemblée nationale vient juste de recaler et ils viennent de rentrer. Donc, finalement, toutes les personnes qui opèrent une activité de service public devraient être assujetties, y compris les fournisseurs, les sous-traitants, les DSP, les syndicats mixtes, etc. Et on parle bien de tous les éditeurs de logiciels, hein. Il n'y a pas de mention sur la taille, sur les domaines d'activité ou autres, c'est tout. Donc c'est assez énorme pour le coup.
Alors, peut-être pour apporter des précisions sur ce sujet-là, et pour répondre aux deux points qui ont été mentionnés par Eric et Lionel, il y a une consécration, en tout cas dans NIS 2, de la prise en compte de la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement et dans la chaîne de sous-traitance. Donc ça, c'est clairement prévu par la directive, et notamment dans les mesures de sécurité qui sont en cours d'élaboration et qui sont déjà prévues, en tout cas au niveau de la directive. Il y a le fait de prendre en compte la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est clair. Et nous, après, à nous de voir, en tout cas au niveau ANSSI, on travaille à faire un dispositif qui soit suffisamment intelligent, parce qu'on connaît en tout cas la difficulté on va dire, du rapport de force inversé qui peut exister entre clients et fournisseurs, particulièrement quand on a affaire à des gros prestataires de services d'informatique en nuage, par exemple. Ça, c'est le premier point. Et après, pour le sujet des éditeurs de logiciels, alors, outre le fait qu'ils soient effectivement rentrés explicitement dans le projet de loi, à noter que, de toute façon, la directive NIS 2 couvre déjà un certain nombre de prestataires de services numériques, hein, les fameux ESN. Et en plus de ça, ces ESN sont assujettis à un règlement d'exécution qui a été publié le 17 octobre 2024 et qui leur définit déjà des obligations en matière de cybersécurité et également de notification d'incidents. Donc là-dessus, ces acteurs-là, effectivement, le législateur européen a bien compris la nécessité de les inclure, et qui plus est, d'appliquer un régime harmonisé à ces acteurs-là au sein de toute l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire qu'un prestataire qui est établi sur un autre territoire de l'Union européenne devra se conformer aux exigences de ce règlement d'exécution, quand bien même il fournirait des services numériques sur un autre territoire de l'Union européenne. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. J'ai plusieurs questions autour des règlements d'exécution qui sont au-delà de NIS 2, des exigences déjà applicables sans attente de transposition. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Alors, en application de la directive NIS 2, il n'existe actuellement qu'un seul règlement d'exécution. C'est un règlement d'exécution qui est pris en application de l'article 21 de la directive et qui concerne exclusivement, en tout cas, ces fameux entités entreprises de services numériques. Hein. Donc, on va retrouver les éditeurs de logiciels, on va retrouver les prestataires de services d'informatique en nuage, on va retrouver toutes les prestations de services, de conseil et d'administration, on va dire externalisées, qui vont être concernés par cet acte d'exécution. Cet acte d'exécution va porter deux volets. Le premier volet, c'est sur les obligations en matière de sécurité, donc les mesures de sécurité en matière de gouvernance, de protection, de défense et de résilience des systèmes d'information qu'elles mettent en œuvre. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet qui va être sur les critères de notification des incidents importants dont elles seraient éventuellement victimes. Et ça rejoint un peu la présentation que Eric faisait un petit peu plus tôt. Les critères, notamment en termes financiers, d'impact sur les populations, etc. Ça, pour le coup, c'est prévu dans ce fameux règlement d'exécution qui a été adopté en octobre 2024 et qui s'applique aux entreprises de services numériques spécifiquement. Une question peut-être plus pour Lionel. Est-ce que le DPO d'un centre de gestion serait en mesure de mettre en place les mesures de sécurité? Ce n'est pas du tout le même métier. Alors, c'est dans la même logique, puisque le DPO va assurer la sécurité des données, principalement d'élargir ses missions. Il faut qu'il en ait les compétences et surtout, il faut que le centre de gestion se soit autorisé dans les statuts du centre de gestion. Centre de gestion des services mutualisés qui sont soit offerts aux communes, soit proposés aux communes contre rémunération, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont prestataires de services dans certaines conditions. Chaque centre de gestion fixe son mode de fonctionnement. Donc, peut-être que ça peut être la même personne, peut-être que ça peut être une autre personne, peut-être que ça peut être un sous-traitant, un OPSN. Mais le centre de gestion reste une bonne porte d'entrée parce que parfois, il y a des services qui sont mutualisés au niveau départemental et on ne le sait pas toujours. Donc, se retourner vers son centre de gestion en disant, tiens, voilà, qu'est-ce que vous faites pour la cybersécurité? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Est un très bon réflexe. J'ai une question, mais bon, je pense que ce n'est pas aussi simple. Ne serait-il pas plus simple de nous fournir une checklist
de ce qu'une collectivité doit faire. Ah, ça, c'est le piège. Oui. Moi, quelqu'un qui était un peu impatient. Et effectivement, malheureusement, c'est pas aussi simple. Et pas seulement parce qu'on parle d'un texte qui n'est pas encore définitivement adopté, mais même si le texte était définitivement adopté, malheureusement, on peut citer un certain nombre de choses. Je ne vais pas parler à votre place, mais il n'y a pas la checklist, les 10 mesures à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes souffrant, vous allez d'abord voir votre médecin et ensuite vous avez une prescription pour prendre vos médicaments. Donc, ce que je propose, c'est de faire la même chose. Les collectivités, les agglomérations ont des niveaux de maturité différents. Ils rendent des services différents. L'idée que, peut-être pas une checklist, mais les premiers pas, Lionel en parlait tout à l'heure, identifier les services les plus critiques que vous rendez à vos administrés. Déjà, ce sera une première étape. Une fois que vous avez fait ça, rapprochez-vous de la partie technique pour leur dire c'est un sujet commun, on va travailler ensemble. Dites-moi comment je peux assurer un mode dégradé pour ces services qui me semblent essentiels. Et n'oublions pas, on parle de NIS 2, mais il y a aussi le RGPD. Vous avez des données personnelles et des données sensibles que vous manipulez. Il y a aussi l'aspect contact humain qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être préparé. L'ANSSI, Alexandre l'a rappelé tout à l'heure, des attaques, vous ne serez peut-être pas la cible, mais vous serez dans le filet que va lancer le hacker pour essayer de chiffrer les données et vous demander une rançon. Donc, identifiez vos joyaux de la couronne, travaillez avec vos contributeurs techniques, les métiers également qui connaissent la valeur de l'information qu'ils détiennent pour pouvoir vous mettre dans une courbe de mise en œuvre de NIS 2. Et encore une fois, je le répète, l'ANSSI met à votre disposition des documents pour avoir une hygiène informatique de base. C'est le mois de la cyber, le mois d'octobre, profitez-en pour pouvoir élever votre niveau de sécurité et vous prémunir avant d'être attaqué. Autre conseil, préparez-vous. Si vous le pouvez, organisez un exercice de gestion des incidents, de préférence un vendredi, veille de jour férié vers 18h30. Là, vous saurez si le numéro de téléphone que vous aviez est toujours actif, si les personnes sont parties en vacances et si vous allez pouvoir réunir une cellule de crise et après cette cellule de crise, essayer d'en tirer les enseignements pour vous améliorer petit à petit. Merci Eric, et pour rebondir sur la métaphore médicale, je me dis, là je me tourne vers Fabien, est-ce que justement ce que vous proposez, c'est pas ce rôle un peu du médecin? Alors vous n'avez pas tout résoudre, mais par le diagnostic, parce qu'on a insisté beaucoup sur ce travail de diagnostic. Peut-être dans la checklist, peut-être une des premières choses, ça serait de démarrer par le diagnostic justement. Ouais, c'est vraiment une belle porte d'entrée, il faut en profiter parce qu'encore une fois, c'est gratuit. L'idée du diagnostic sur plusieurs thématiques différentes, vous allez avoir une quarantaine de questions et vous repartez avec 6 premières mesures de sécurité à mettre en œuvre, 6 premières recommandations. Et donc ça, c'est vraiment la base qui vous permet d'y voir plus clair, d'identifier encore une fois quels services sont les plus critiques, quelles sont les données à protéger, etc. Donc commencez par là, c'est vraiment un conseil. Et derrière, on a d'autres outils comme Mon Service Sécurisé qui vous permettront d'aller plus loin dans la sécurisation de vos services numériques, de vos SI. Voilà, il faut vraiment voir ça comme un tunnel où on commence par le diagnostic et petit à petit, on a d'autres services, d'autres ressources qui sont proposées par l'ANSSI. Et là-dessus, pour compléter, peut-être un petit point d'attention, hein, c'est-à-dire que sur les services qui sont mis à disposition, là, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer le niveau de maturité de l'entité, hein, c'est-à-dire que le résultat de ce diagnostic-là ne pourra pas, en tout cas dans un premier temps, vous afficher un taux de conformité ou une conformité éventuellement à NIS 2. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment la première marche pour se lancer, en tout cas, dans une montée en maturité cyber. Et par contre, à côté de ça, l'ANSSI prévoit plusieurs dispositifs d'accompagnement des entités dans leur mise en conformité, cette fois-ci à NIS 2, que ce soit par notamment la reconnaissance, en tout cas, de la conformité des entités avec la directive, si ces entités-là, par exemple, s'inscrivent dans une démarche de conformité 27001, etc., etc. Donc, il va y avoir de toute façon plusieurs dispositifs qui vont être mis en œuvre par l'ANSSI
dans le cadre de l'accompagnement des entités à NIS 2. Maintenant, la mise à disposition de ces dispositifs d'accompagnement est étroitement liée au final avec l'état dans lequel le texte va être adopté au niveau législatif. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir encore un petit peu, on va dire, patienter par rapport à ça. Un complément là-dessus ou je me permettrai juste en complément, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la philosophie de la directive. Effectivement, il faut peut-être se sortir un peu cette image de la tête, de la checklist, où il faut que j'ai 10 actions à mener, et c'est les 10 actions que m'impose. C'est pas ça, chaque entité est différente, chaque entité a des ressources, a un contexte, a des problématiques différentes. On compare une collectivité avec un opérateur de transport public, ils n'auront pas du tout forcément les mêmes actions à mettre en place, les mêmes priorités. L'opérateur de transport public aura beaucoup plus de priorités sur la partie PRA, PCA, continuité d'activité, contrario de la collectivité. Donc voilà, je réinsiste sur le fait que la première étape, vraiment, c'est l'audit, c'est la cartographie, c'est comprendre quels sont ses besoins pour après prioriser justement les actions qu'on va devoir mettre en place pour se mettre en conformité. Peut-être plus pour Lionel, parce que j'ai une question. Quelles seraient les obligations de communication envers les plus petites communes qui souhaiteraient se faire aider? Bon, c'est un peu drôlement formulé, mais on revient un peu. Je sens Lionel un peu. Oui, j'ai pas compris. Oui, moi. Oui, moi non plus, en réfléchissant. Je peux tenter une réponse. En fait, je pense qu'en arrivant en fin de webinaire, besoin de communication, disons, c'est sûr, parce que c'est vrai depuis le début, on l'a un petit peu dit, mais peut-être pas assez. Et il y a un certain nombre de gens qui se disent « c'est pas pour moi ». Il y a aussi des gens qui ne sont pas au courant du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin de communication. Je pense que le besoin de communication, il est comme tous les sujets, il va être en fonction des besoins, des opportunités, des structures et des personnes. Je pense qu'en arrivant en fin de webinaire, on peut se poser la question en fonction du profil que les uns et les autres ont autour de cet écran. Et les 800 personnes qui nous suivent ont des profils totalement différents. Donc, ce que je voudrais peut-être vous proposer, c'est que les techniciens, les DSI, les RSSI, les techniciens informatiques, oui, foncez sur les volets techniques, la sécurisation, voilà, allez-y, c'est votre métier, vous savez faire ça mieux que tout le monde. Ensuite, les élus, les secrétaires généraux de mairie, les DGS, les DGA, les cadres territoriaux, vous, ce n'est pas votre métier. Et donc, si vous ne savez pas comment sécuriser, vous n'avez plus que 2 options. Première option, vous allez chez un prestataire de vente en ligne en grossiste et vous achetez des cierges et vous les allumez avec le secret espoir que jamais vous ferez attaquer. Ce qui en plus ne fonctionnera pas parce qu'un jour, vous serez attaqué. Ou alors, la deuxième option, finalement, il n'en reste plus qu'une, c'est de vous préparer. Et se préparer, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est réfléchir à qu'est-ce qui va se passer le jour où votre système ne s'allumera pas le lundi matin parce que dans le week-end, vous aurez été attaqué. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez? Alors, on a un peu plus de chance dans le monde communal que dans le monde intercommunal. Dans le monde communal, on a ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde. Et on est déjà un petit peu entraîné. On a notre PCS. Les plans intercommunaux de sauvegarde arrivent depuis la loi Matras et commencent à rentrer dans les structures intercommunales. Aujourd'hui, le risque cyber, c'est le même risque que le risque inondation, le risque catastrophe naturelle, etc. Il doit rentrer dans nos outils de résilience de collectivité. Et donc, il faut l'aborder comme un risque. C'est-à-dire que le jour où l'ordinateur ne s'allumera pas, ce n'est pas ce jour-là qu'il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour le rallumer. Déjà parce que ce n'est pas notre métier et qu'on ne saura pas faire. Donc, on laissera faire les spécialistes. Par contre, on sortira notre plan de continuité d'activité qui sera, si ça a été bien fait, une annexe de notre plan communal de sauvegarde, de notre plan intercommunal de sauvegarde. Et ensuite, on mettra en œuvre les actions du mode dégradé qui seront finalement adaptées à chaque service. Mais ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et donc, du coup, finalement, ce n'est pas la checklist qu'il faut cocher aujourd'hui. C'est de se poser la question de quels sont les services que je ne peux pas reporter, parce qu'il y a des services qui peuvent être reportés, mais quel est le service public que je rends aujourd'hui qui ne peut pas être reporté, qu'il faut que je gère aujourd'hui,
Aujourd'hui, il y a par exemple école, les enfants doivent manger à la cantine. Comment je gère le nombre d'enfants? Comment j'organise? Comment je fais le pointage? Comment je vérifie qu'on n'a pas perdu d'enfants, qu'on a fait manger tout le monde? Voilà. Et ça, ce sont des sujets du quotidien. Et il n'y a pas besoin d'être spécialiste informatique pour se les poser. Voilà, donc si je pense qu'il y a un élément à retenir, c'est mettre en place la continuité des services publics. C'est vraiment le leitmotiv de ce travail qui est fait par Nice 2. Alors, dans les grandes structures, ça va être écrit par des plans, ça va être structuré par des spécialistes de la gestion des risques. Mais dans les petites structures, on n'a pas de spécialiste de la gestion des risques, mais on va quand même écrire nos procédures. Et une fois de plus, l'intercommunalité peut être une bonne échelle parce que vous parliez de plans de communaux de sauvegarde, il y a aussi les plans intercommunaux. Et c'est vrai qu'on y pense beaucoup et malheureusement avec le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a de plus en plus de risques, de crise climatique, disons. Et les PCF peuvent être utiles, mais ils peuvent être utiles aussi sur une cyberattaque. On n'y pense pas forcément, mais ça concerne tous les types de risques, qui risques aussi sanitaires. Ben, aujourd'hui, si là, par exemple, mon ordinateur s'éteint et que je ne peux plus travailler, je vais déclencher une cellule de crise et je vais mettre les services en mode dégradé. C'est exactement la même chose que je disais plus d'électricité ou si il y a un événement climatique qui nous tombe sur la tête. Donc, faut pas aller chercher à inventer des nouveaux dispositifs. On a des outils qui existent. Les plans communaux de sauvegarde, ça date de 2004. Ça a 20 ans. Aujourd'hui, ça a globalement été éprouvé, ça a été élargi au monde intercommunal. Gardons ces outils-là et mettons en place des modes qui nous permettent d'assurer ce pourquoi nous nous levons le matin, ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire le service au public. On arrive à la fin, on a déjà dépassé un peu l'heure de midi, mais c'était j'ai envie de dire, pour la bonne cause. Guillaume, peut-être un petit mot de conclusion avant que moi je le fasse aussi. Ouais, un mot de conclusion. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'insister. Nice 2, ce n'est pas un sujet uniquement technique. Ça, c'est, je pense, le point le plus important. Ça concerne absolument tout le monde, que vous soyez technicien ou décideur public. Peut-être faire une petite aparté, entre guillemets, un petit peu commercial, mais l'UGAP est là pour vous accompagner dans votre mise en conformité NIS 2, quelle que soit votre typologie d'activité, votre taille, etc. Et que ce soit sur les besoins techniques, que ce soit en matériel, logiciel ou autre, ou en besoin plutôt organisationnel, accompagnement dans les prestations. On a des marchés qui sont dédiés, qui peuvent vous accompagner, qui pourront vous accompagner dans votre mise en conformité NIS 2. En tout cas, on se tient prêt à répondre à toutes vos questions pour vous aider dans cette épreuve, on va dire, mais si ce n'est pas vraiment une épreuve. Merci Guillaume. Donc, comme je vous disais au début, vous allez recevoir, je pense, demain matin, un lien avec le replay de cette webconférence. Il y aura aussi un dossier documentaire. Donc, je vous ai déjà cité aussi la présentation d'Éric Cissé, qui effectivement résume bien un peu tout ce qu'on a pu se dire. Les références de l'ouvrage, de l'excellent ouvrage qui sort d'ici quelques jours, quelques semaines de Lionel Pérez, effectivement, qui correspond bien à ce qu'il vous disait à l'instant sur effectivement cette transversalité nécessaire et sur la continuité du service public, et également plusieurs liens utiles, notamment de mon service sécurisé. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les 5. Alors, je sais que, vu le sujet, c'est un peu frustrant. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées. Donc, moi, j'aurais envie de vous proposer peut-être une autre webconférence, peut-être quand le texte sera totalement transposé. Donc, ça pourrait être on en parlait hier avec Eric et je pense que ça serait utile. Donc, je vous propose peut-être qu'on se retrouve d'ici quelques mois. Donc, merci beaucoup à vous 5 et j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés par le temps qui a été très vite. Merci à l'UGAP, évidemment, au syndicat national des directions générales de collectivités et à son représentant Lionel Pérez pour ce partenariat sur cette webconférence. Enfin, je tiens aussi à remercier en régie Cynthia Nguyen et Alicia Cousin. Donc, merci encore à tous et je vous dis à très bientôt et peut-être pour une autre webconférence que je pense qu'on aurait, une fois que le texte sera définitivement adopté, on aura encore pas mal de choses à voir ensemble. Merci à tous.
Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée journée à à tous. tous. À bientôt. tous. Au revoir.